Le procès de Bosco Ntaganda s'est poursuivi du 29 mai 2017 au 29 janvier 2018 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, avec la comparution des témoins cités par la défense. Au cours de cette période, 12 témoins au total ont été appelés à la barre, y compris Bosco Ntaganda lui-même. Bosco Ntaganda, ancien chef d'état-major adjoint et commandant des opérations des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, doit répondre de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité commis en 2002-2003 dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Les témoins ont été interrogés dans un premier temps par la défense, puis par le bureau du procureur et enfin par les représentants légaux des victimes. Bosco Ntaganda est représenté par une équipe dirigée par le Conseil de la Défense, Maître Stéphane Bourgon. La défense mène ses propres enquêtes et a le droit de citer ses propres témoins à comparaître. Parmi les témoins cités par la défense, 7 étaient d'anciens soldats de l'UPC-FPLC et de l'armée du peuple congolais APC, et la plupart d'entre eux étaient des victimes directes d'attaques perpétrées par les combattants Lendu. 4 autres témoins ont été entendus à huis clos, pour la plus grande partie ou l'intégralité de leurs témoignages. Le 29 mai 2017, la présentation des moyens de preuve de la défense a débuté avec des observations complétant les déclarations liminaires prononcées en 2015. Maître Stéphane Bourgon, conseil principal de Bosco Ntaganda, a souligné la position de la défense quant aux charges portées par le bureau du procureur à l'encontre de son client. Il a ainsi fait valoir que la thèse présentée par le bureau du procureur ne reflétait pas la vérité sur Bosco Ntaganda. Nous avançons que, comme la défense d'ailleurs va pouvoir le prouver, que non seulement M. Ntaganda n'est pas coupable des charges imputées, mais de surcroît, M. Ntaganda a contribué à diminuer le nombre de victimes en Ituri. Et c'est l'argument que nous défendrons et que nous vous expliquerons. À l'issue de la présentation des observations complémentaires de Maître Bourgon, les témoins ont été appelés à la barre. Parmi eux, Bosco Ntaganda lui-même a témoigné devant la Cour, détaillant entre autres son rôle de commandant des FPLC, les activités de l'armée populaire congolaise APC, celles de l'Union des patriotes congolais UPC, ainsi que le processus de pacification et les critères d'admission à l'armée pour y suivre une formation. D'abord interrogé sur les allégations selon lesquelles une partie de la population locale à Mongwalu le surnommait Terminator, Bosco Ntaganda a expliqué ce qui suit. Ils n'ont pas donné son nom, ne m'ont pas donné son nom parce que j'ai tué des civils. Non, c'est pas ça. Moi, je suis un combattant et j'ai suivi un parcours qui m'a amené jusqu'au grade de général. Je suis un vaillant militaire. Au cours de ces 33 jours de déposition, Bosco Ntaganda a été interrogé sur son rôle et sa responsabilité dans différentes attaques perpétrées par l'UPC durant la période visée par les charges. Il a expliqué qu'en tant que militaire, il suivait les ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Lorsque mon supérieur hiérarchique me donnait un ordre, je m'exécutais. J'étais un exécutant. Toi ici, c'est un poste d'exécutant. Bosco Ntaganda a également témoigné au sujet de la période qu'il a passée en détention en Ouganda avant la période visée par les charges. Bien que les détails de sa détention aient été débattus à huis clos, Bosco Ntaganda a expliqué qu'il avait été mis en isolement total dans une cellule spéciale et que son état de santé s'était détérioré. Il a indiqué que Thomas Lubanga avait obtenu sa libération en janvier 2002. C'est ainsi qu'il a partagé devant la Cour ce dont il avait été témoin à Bunia après sa libération. Il a alors décrit le climat incertain régnant à Bunia, où de nombreux soldats de l'APC avaient déserté, et a déclaré au sujet des mauvais traitements infligés par les soldats de l'APC aux commandants Emma et leurs familles qu'il n'avait jamais rien vu de tel au sein des groupes armés auxquels il avait appartenu dans le passé. Les éléments de l'APC maltraitaient les commandants Emma, tout comme ils tuaient les familles Emma. C'est quelque chose qui ne peut pas être pratiqué par une armée. Ce que les éléments de l'APC ont fait, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs.
partout où je suis passé dans tous les groupes armés, je n'ai jamais vu de telles pratiques de ma vie. Bosco Ntaganda a aussi évoqué la nature du conflit en Ituri et le comportement de l'UPC vis-à-vis des civils Lendu. Il a déclaré que lorsque l'UPC-FPLC a été créé en septembre 2002, la nature du conflit avait changé. Selon lui, la guerre était alors politique et non interethnique. Oui. Lorsque FPLC a été créé, nous, UPC, nous n'avons jamais attaqué de civils hindous. Pas un seul jour, nous n'avons jamais fait ça. Au cours de sa déposition, Bosco Ntaganda a aussi mentionné le processus de pacification de l'Ituri décidé à l'issue d'une réunion entre l'UPC-FPLC et le RCD Goma en février 2003. Il a indiqué que d'anciens partisans de l'UPC ont créé en Ouganda une coalition appelée FIPI, constituée de diverses factions combattant l'UPC-FPLC. Cette coalition entravait selon lui le processus de pacification. C'est un danger pour nous, puisque ils avaient comme objectif de défier, de détruire ce que nous avions déjà commencé à construire, c'est-à-dire la pacification. Ils voulaient donc diviser la communauté de l'Ituri et y amener de problèmes ou de difficultés. Ils voulaient donc saper nos efforts de pacification. Dans le cadre des charges portées à l'encontre de Bosco Ntaganda, le bureau du procureur allègue que l'accusé était responsable du recrutement et de la formation des jeunes, y compris d'enfants de moins de 15 ans. Bosco Ntaganda a ainsi été interrogé lors de son témoignage sur les critères de recrutement et le processus de sélection au sein des FPLC. Alors qu'il répondait aux questions des représentants légaux des victimes, une vidéo lui a été présentée montrant apparemment de jeunes enfants alors qu'ils étaient recrutés au sein des FPLC. Bosco Ntaganda a affirmé que dans le cadre du processus de recrutement, l'armée vérifiait tant l'âge que l'aptitude physique des recrues et que ceux qui ne remplissaient pas les critères étaient renvoyés chez eux. Je le maintiens. Et si vous aviez montré la première partie de cette séquence vidéo, vous auriez vu qu'il y avait un groupe de jeunes enfants qui devaient retourner à la maison. Et il y avait un autre groupe de personnes plus âgées qui allaient commencer les exercices parce qu'ils avaient déjà passé le screening. Et il y avait un autre groupe de gens qui étaient déjà en formation. Et vous auriez bien pu remarquer que ceux qui étaient déjà admis au sein de l'armée étaient des gens qui remplissaient les critères de base que j'ai déjà énoncés. Et ceux qui ne les remplissaient pas étaient reconduits chez eux. Bosco Ntaganda a fini de déposer le 13 septembre 2017. Plusieurs témoins de la défense ont alors été appelés à témoigner sur différents sujets. Tout d'abord, sur le recrutement et la formation de soldats. Certains des témoins de la défense ont parlé à l'audience des camps de formation militaire de Chakwanzi en Ouganda et de Mandro en Ituri, ainsi que de l'âge des recrues entraînées dans les camps et de la motivation de certaines d'entre elles à y suivre une formation militaire. Un des témoins, Maki Olivier Descamps, a déposé au sujet de la formation dispensée au camp de Mandro. Il a expliqué qu'autour des années 2000 ou 2001, les Djedjéré étaient menacés par le groupe de Lopondo et que c'est ce qui lui avait poussé à suivre une formation militaire à Mandro. Toutefois, en arrivant à Mandro, il a raconté qu'il avait été informé qu'il ne pourrait pas recevoir la formation militaire qu'il souhaitait. Ils sont venus là où nous nous trouvions et nous ont posé la question: qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Nous leur avons dit que nous sommes venus pour suivre la formation. Ils nous ont dit que ici, on n'est pas en train de former des petits-enfants comme vous. Vous devez retourner à la maison. Un autre témoin, Zawadi Bahati, a déposé en tant qu'ancien soldat de l'APC, ayant suivi une formation militaire à Chakwanzi. Durant cette période, il a assisté à la mise en œuvre dans le camp d'une campagne de démobilisation menée par l'UNICEF et la Croix-Rouge.
Il a notamment affirmé que dans le cadre de la démobilisation, des personnes majeures disaient à la Croix-Rouge qu'ils étaient mineurs afin de pouvoir quitter le camp de formation. Parce que nous avons fait notre formation et nous sommes restés longtemps à notre centre de formation. Il n'y avait pas de véhicule pour nous faire sortir des camps de formation. Alors lorsque les agents de la Croix-Rouge sont arrivés pour faire sortir les Kadogo, alors les plus âgés également se sont déclarés être des mineurs pour qu'ils quittent le camp de formation. Le témoin D0038, ancien soldat des FPLC, a suivi une formation dispensée par les forces de défense populaire de l'Ouganda, UPDF, dans le camp de Chakwanzi. Au cours de ces 3 jours de déposition, il a décrit ce qu'on lui avait appris dans le cadre de sa formation militaire. Normalement, l'objectif des militaires, c'est de protéger les civils, les protéger eux et tous leurs biens. Et le soldat ou l'armée ne pouvait pas combattre les civils. Le témoin D0038 a par la suite témoigné au sujet du recrutement de soldats au camp de formation de Mandro et a expliqué certains critères de sélection des nouvelles recrues. En principe, ceux qui étaient à l'école, ceux qui fréquentaient l'école n'étaient pas recrutés pour aller suivre une formation. On recrutait ceux qui avaient abandonné l'école ou ceux qui n'avaient jamais été à l'école. Mais au moment du recrutement, même si quelqu'un avait l'âge d'être recruté, on ne pouvait pas le prendre aussi longtemps qu'il fréquentait l'école. Dans la décision de confirmation des charges, la Chambre préliminaire 2 a conclu que Bosco Ntaganda avait eu un commandement et un contrôle effectif sur les troupes de l'UPC-FPLC pendant la période visée par les charges. Le témoin D0038 a effectivement témoigné de ce commandement et a notamment qualifié Bosco Ntaganda de bon commandant. C'est quelqu'un qui assurait la discipline. Vous savez, une bonne armée, c'est celle qui est disciplinée. C'est ce que nous avons du moins appris dans la formation militaire. Le dernier jour de sa déposition, le témoin D0038 a été interrogé par le bureau du procureur au sujet des interactions entre l'UPC et les comités de la paix en Ituri après que les FPLC ont pris le contrôle de la région. Well, perhaps you could explain. Question. Pour que les choses soient claires, vous vous rappelez qu'hier, vous nous avez dit que les comités de paix servaient de facilitateurs ou de médiateurs et que c'était cette relation qu'ils avaient avec les FPLC de l'UPC. Alors j'aimerais savoir si on peut dire donc qu'ils rendaient compte aux FPLC-UPC. Peut-être que la question est mal formulée, mais le FPLC était la branche armée de l'UPC. Le comité de paix ne faisait pas partie de l'armée. Il ne pouvait donner aucun rapport à la structure militaire. C'est peut-être que je n'ai pas bien compris la question, mais comme le comité de paix ne faisait pas partie de la branche armée, il ne pouvait donner aucun rapport à la branche armée. C'était donc une structure qui n'était pas de type armé. S'agissant des attaques perpétrées contre des villages lendou au cours de la période visée par les charges, un témoin protégé de la défense a rapporté que ses enfants avaient été tués le 14 février 2002 dans l'une de ces attaques. Selon ce témoin, les soldats de l'APC présents dans son village les ont protégés des combattants lendou en février 2002 jusqu'à ce que leurs forces se soient renforcées. Oui, les militaires protégeaient la population, mais lorsque leurs forces étaient plus élevées, ils arrivaient à tuer quand même les gens. Le témoin D0201, directeur d'une école à Bunia, a comparu devant la cour.
Il a déclaré que son travail consistait à orienter les élèves et à discuter de leurs résultats d'examen avec les autres enseignants. Il a évoqué l'absence des élèves pendant le conflit en Ituri et a expliqué que s'enfuir de Bunia en raison du conflit était une excuse valable pour justifier d'une absence de l'école. Le témoin a dans ce contexte évoqué la présence des enfants à l'école à Bunia lors du conflit en Ituri. Non, c'est-à-dire que les élèves qui revenaient, parce que nous, on est en tant qu'agents de cette école, nous, ce phénomène de guerre, ça a été un autre phénomène. Nous, on voyait seulement la présence des élèves à l'école. Donc nous ne devions que considérer les élèves qui étaient avec nous. Mais ce qui s'est passé, alors ça, c'est ce qu'on ne savait pas. On ne savait pas ce qui s'était passé. Alors il m'est difficile de dire ce qu'il y avait eu à ce moment-là. Je ne peux seulement parler que de ceux que j'ai vus à l'école, de ceux qui étaient là, à l'école. Le témoin D0057 a également témoigné au sujet des allégations selon lesquelles des élèves auraient été recrutés. Lors de son témoignage, le Conseil de la Défense lui a demandé s'il avait déjà entendu parler d'élèves d'école primaire qui étaient allés suivre une formation avec l'UPC. C'est difficile d'en connaître, parce que dans mon école, personne n'était parti. Alors ça, je ne peux pas le savoir. Plus tard, un autre témoin a été appelé à la barre. Le témoin D0017, ancien soldat de l'UPC, a suivi une formation dans le camp de Mandro et a participé à plusieurs opérations militaires conduites par l'UPC. Durant les 4 jours qu'a duré sa déposition, il a décrit le processus d'enrôlement et les critères de recrutement au sein du camp de Mandro. Et pourquoi faisait-il cela? Si j'avais bien compris ce geste, c'était pour s'assurer de l'âge de quelqu'un. Comme il n'y avait pas de document qui pouvait le prouver, c'est la raison pour laquelle un tel exercice était demandé. Et quel âge vous a-t-on dit à ce moment-là qui était le bon âge pour être admis au centre? Avant de quitter chez nous pour aller au centre de formation, nous savions que l'âge requis pour suivre cette formation était de 18 ans. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes rendus à cet endroit compte tenu de cet âge. Au cours du contre-interrogatoire du témoin D0017, une vidéo montrant des recrues dans un camp militaire a été présentée en audience. L'accusation a alors demandé au témoin d'estimer l'âge de certaines personnes apparaissant dans les 2 extraits de cette vidéo. Les traitements cruels qui auraient été infligés dans le camp de formation de Mandro ont aussi été débattus lors de l'interrogatoire du témoin D0017. L'accusation a présenté plusieurs documents faisant état de punitions sévères et d'exécutions pratiquées dans le camp de Mandro. Et le témoin a répondu aux questions posées à ce sujet. Pour répondre à cette question, par rapport à ce qui se passait à Mandro pendant que je suivais ma formation, s'agissant de punition et d'exécution, ça c'est 2 choses tout à fait différentes. Pendant que j'étais à Mandro, il n'y avait pas d'exécution. Mais quant aux punitions, en tout cas, il y en avait. Pendant que j'étais là, même moi-même, j'avais vu qu'il y avait des gens qui étaient punis, mais il n'y avait pas d'exécution. Le témoin D0207 a été le dernier à comparaître devant la cour dans le cadre de la présentation des moyens de preuve de la défense. Bien qu'il ait été principalement entendu à huis clos, le témoin a déclaré qu'entre 2002 et 2003, les habitants de Mudzi Pela, un quartier de Bunia, fuyaient à cause de la guerre. Monsieur le témoin, vous avez dit précédemment que lorsque la guerre a commencé, tout le monde a essayé de trouver un refuge quelque part. Donc, de nombreuses personnes ont fui Mudzi Pela en 2002-2003, n'est-ce pas? Oui, quand il y a la guerre, chacun prenait ses dispositions pour s'enfuir, pour éviter la mort. À l'issue de la déposition du témoin D0207, la Chambre a annoncé que prenait ainsi fin la présentation de la dernière série d'éléments de preuve de la défense. De même, la Chambre a évoqué la possibilité de tenir une conférence de mise en état en fonction de l'examen des documents déposés et d'organiser la présentation des déclarations finales en dehors de la haie. Si tel est le cas, la Chambre l'annoncera en temps opportun.